C'est en 2001, année de la publication de Putain de Nelly Arcan, que Catherine Millet faisait paraître, à l'âge de 53 ans, aux éditions du Seuil, La vie sexuelle de Catherine M., récit dont la monstruosité littéraire allait vite enclencher la machine infernale du scandale, ainsi que l'a montré Katia Gottin dans son étude de la réception de l'œuvre. À la fois choquée et complice de l'évocation que l'autrice y fait de ses relations de couple ouvertes et des expériences de groupe auxquelles elle prit part durant sa jeunesse, le lectorat réagit au style jugé froid, peu émotif de la narration menée à la première personne. Accentué par le discours extratextuel consécutif à la parution du récit et par la sortie en librairie, toujours en 2001, de Légende de Catherine M. de Jacques Henrique, où celui-ci dévoile des photographies de son épouse dénudée, le succès retentissant du récit conduisit nombre de lecteurs et de lectrices à s'interroger sur les modalités des relations dites d'amour libre. Dans une entrevue accordée à la presse, Millet se souvient à ce sujet: « Des lectrices me faisaient parfois remarquer que mon livre manquait de sentiments, ce dont je me fichais, car mon propos ne consistait pas à me justifier. Mais beaucoup également me posaient la question, dans cette vie de couple pratiquant une sexualité totalement libre, n'y a-t-il pas eu des problèmes de jalousie? Et je répondais, oui, j'ai été terriblement jalouse par moments. Et je me suis dit qu'il fallait être honnête avec moi-même. Dans cette pratique de la liberté sexuelle à deux, que fait-on avec la jalousie? Et je devais admettre que je n'avais pas trouvé la solution. » 7 ans après la parution de l'œuvre autobiographique, traduite en 40 langues, à laquelle son nom est désormais étroitement associé, Millet faisait ainsi paraître « Jour de souffrance ». Le titre dont l'écrivaine gratifia ce second opus renvoie directement à la tentation qu'elle y dépeint. Un jour de souffrance, c'est, comme le précise l'épigraphe, une baie qu'on peut ouvrir sur la propriété d'un voisin à condition de la garnir d'un châssis dormant. Cette fenêtre révélant des fragments de la vie domestique et intime de l'autre tout en marquant une franche césure avec l'observateur voyeur, c'est celle par laquelle Catherine Millet cherchera à percer le secret des relations de Jacques Henrique, son compagnon principal de longue date, avec d'autres femmes. Ironie du sort, celle qui était apparue aux yeux des lecteurs de La vie sexuelle de Catherine M. comme le parangon de l'amour libre, de l'aveu de Millet elle-même, choisissait, ce faisant, de dévoiler sa vulnérabilité suite à la découverte des rapports amoureux discrètement noués par son conjoint, situation qui paraîtra à l'autrice tenir du vaudeville. À l'origine de la création de la sulfureuse vie sexuelle réside dès lors, comme nous l'apprend Jour de souffrance, une motivation profonde et insoupçonnée, le désir de colmater un tant soit peu la brèche ayant fragilisé l'équilibre psychique et émotionnel de l'autrice par suite du constat des relations sentimentales et sexuelles parallèles de son mari. En rapportant ses expériences sexuelles de jeunesse, Millet allait en effet tâcher de dépasser un état de crise alimenté par un sentiment de jalousie aigu et douloureux qui aura duré 3 ans. Le gouffre émotionnel dans lequel elle aura été plongée, que Jour de souffrance rapporte de manière non entièrement linéaire dans ses prémices, sa progression, son paroxysme et sa résolution, révèle la sensibilité de celle qui, pour certains, en paraissait d'abord dénuée. Patrick Kéchichian, dans Le Monde du 28 août 2008, observe à cet effet que montrée dans l'état d'enragement érotique ou de sexualité versatile, Catherine M. n'était pas, quoi qu'on ait dit, une femme machine dénuée de sentiments, interdite d'émotions. La froide passion de son regard, son esprit de géométrie et sa volonté de mise à distance des événements et des circonstances qui lui advenaient ne la protégeaient pas de la forme la plus ordinaire, la plus douloureuse aussi, du pâtir amoureux. Dans le cadre du présent colloque, abordant la très riche thématique de la tentation en littérature, je souhaiterais dès lors tâcher de rendre compte de la complexité du chemin emprunté par le désir de la narratrice de Jour de souffrance, étant donné ce sentiment envahissant et obsessionnel de la jalousie qui l'étreignait durant plusieurs mois. Disséquant et analysant avec une lucidité remarquable les manifestations physiques et psychologiques de cet état, le récit donne à lire le clivage et les paradoxes suscités dans l'être émotionnel et pulsionnel de Millet par la réalité des liaisons de son époux.
Je tâcherai d'en rendre compte en envisageant en particulier la façon dont la souffrance s'exprime sous la plume de l'écrivaine, spécialiste d'art contemporain et directrice de la revue Art Press, par le renvoi aux mythes, aux contes et à des productions artistiques contemporaines. Si, par le regard que Millet y jette sur ses jeunes années, l'écriture de la vie sexuelle offrira enfin à l'autrice une voie de résolution du bouleversement psychique qui l'affectera à un âge plus avancé, Jour de souffrance développe en filigrane une réflexion sur l'âge mûr qui ouvre une perspective différente sur la vie et le désir. En prélude à l'évocation du profond trouble et de l'obsession qu'elle développera à un moment charnière de sa relation avec Jacques, Catherine Millet pose, a priori, dans Jour de souffrance, les modalités particulières de la relation sentimentale nouée avec Claude, galeriste et premier conjoint stable. Issu tout comme elle d'un milieu social modeste, Claude devait voir se conjuguer dans son existence, à l'instar de sa conjointe, émancipation sociale et affranchissement sexuel. Alors que la liberté était censée être la règle, bien qu'aucun accord n'en avait défini les limites, Millet reconnaît que certaines situations leur apparaissaient plus difficilement tolérables. Entre autres, le retard qu'elle pouvait prendre au terme d'un voyage planifié avec un ami amant, ou encore l'expression du violent désir de Claude pour une femme particulièrement jolie. Quoique le terme de jalousie ne lui soit alors jamais venu à l'esprit, elle s'expliquait ce désir de possession comme procédant d'une frustration essentiellement narcissique, d'un de ces sentiments primaires forgés dans la petite enfance mais qui peuvent perdurer longtemps. Millet constate que ce heurt à l'ego, suscité par quelques-uns des rapports de Claude, avait sans doute aussi partie liée avec une certaine forme de mégalomanie affectant la vision qu'elle avait à l'époque de son propre corps, conséquente de la griserie conférée par la liberté sexuelle. C'est dans la relation successive avec Jacques, qu'elle épousera en 1991, que Catherine Millet subira un choc si important qu'il ébranlera la perception qu'elle entretenait de son propre corps et transformera le regard qu'elle avait jusqu'alors porté sur sa sexualité. Recourant à la métaphore spatiale, la narratrice de Jour de souffrance explique que dans ses jeunes années, elle concevait comme des mondes parallèles, étanches et séparés les cadres où elle rencontrait ses amants. Si elle avait choisi de ne pas regarder par-dessus le mur du jardin où ses amis amants entretenaient d'autres parcelles de leur vie amoureuse, de la même façon, ceux avec qui elle avait des relations n'étaient pas supposés connaître par eux-mêmes ces autres mondes d'où elle venait, encore moins de les lui rappeler si elle ne le souhaitait pas. Les rapports avec Jacques Henrique contribueront à modifier en profondeur ses principes et attentes qu'elle jugera bientôt empreints de naïveté et d'aveuglement. L'on sait l'importance capitale de cet homme dans la vie de l'autrice et critique d'art qui a recours à l'image artistique de l'anamorphose pour en témoigner dans ce passage de Jour de souffrance. Comme on fait devant un tableau qui cache une anamorphose et qui, au premier coup d'œil, paraît banal, juste intriguant, en cherchant le point de vue exact à partir duquel on fera émerger, à partir de plusieurs éléments épars et grâce aux lois optiques, un objet cohérent qui émerveillera, je devais d'abord prendre mes repères dans la vie pour, ayant glané différentes visions d'un homme en des circonstances qui ne le signalaient pas d'une façon particulière, les rassembler et voir se profiler sur ma route celui qui me bouleverserait comme aucun autre. Assez discret sur ses attirances, à la différence de Claude et d'autres partenaires libertins de Millet, Jacques engagera dans un premier temps sa conjointe à renoncer aux accommodements à la Feydeau dans lesquels elle voulait, croyait-il, l'entraîner. Insistant sur le caractère quasi évangélique de la passion l'unissant à Catherine, il en appellera à la psychanalyse pour tenter d'expliquer un comportement auquel il associera tour à tour les concepts de perversion, d'hystérie ou encore de refus de la castration. En réponse à ces exhortations, Millet cessera de lui relater ses aventures et attirances, se sentant comme une comédienne à qui on aurait demandé de renoncer à son métier sous prétexte qu'on l'aurait soupçonné des crimes de Médée ou de Lucrèce Borgia. La vie sentimentale et sexuelle qu'elle avait jusqu'alors menée, envisageant son corps comme clivé, soit constitué d'un corps habitacle et d'un corps relationnel, dont elle était la libérale dispensatrice, commencera dès lors à lui apparaître sous l'angle du pittoresque.
C'est dans ce contexte de permissivité sexuelle devenue tabou que Millet, qui ne s'imaginait pas que les autres puissent eux aussi poursuivre d'autres récits ailleurs, fera la découverte de photos et d'un carnet qui la forceront à prendre acte des rapports intimes entretenus par son compagnon de vie avec d'autres femmes. La dynamique morbide ayant amené durant plusieurs années l'écrivaine française à se laisser prendre, en toute conscience, comme elle l'écrit elle-même, par le vortex des investigations menées dans l'espace de travail de son amoureux, trouve ainsi son origine. Fait à signaler, le sujet des photographies d'où jaillira le profond tourment de Millet, qui s'amplifiera et éclatera en une crise de 3 années, est ainsi évoqué par l'autrice. Les clichés montraient une jeune femme qui, un appareil entre les mains, avait photographié son propre reflet dans un miroir. Elle était nue, assise sur le sol, les jambes ouvertes, et son ventre était celui d'une femme enceinte. Sur le dernier cliché de la série, l'enfant avait pris place dans l'entrejambe. J'ai reconnu une amie de Jacques que j'avais croisée quelques fois. Le fait que Catherine Millet n'ait pas eu d'enfant avec Henrique et se soit fait avorter dans sa jeunesse, comme elle le rapporte très brièvement dans un passage de la vie sexuelle où elle rend compte de la léthargie que cette expérience occasionna chez elle, pourrait-il expliquer la force de la réaction à cette découverte? Quand on lui demande si elle a déjà nourri le regret de n'avoir pas eu d'enfant, Millet déclare en entrevue que la question de la maternité s'est posée dans sa vie, mais pas au moment de la crise rapportée par Jour de souffrance. Peut-être que j'aurais aimé, constate-t-elle, avant de conclure, il se trouve que ce n'est pas venu et puis le temps a passé. Ce qui est sûr, au dire de l'écrivaine elle-même, c'est que la nature des photos mises au jour explique que son attention se soit déportée vers le carnet. La publication en 1994 par Jacques Henrique d'une œuvre « Adoration perpétuelle » dont la couverture représente l'origine du monde, aura aussi pu laisser croire à l'écrivaine que la jeune femme photographiée ait voulu rejouer la scène représentée par Gustave Courbet. Jour de souffrance enregistre dès lors principalement le déclenchement et les manifestations multiples, tant physiques que psychologiques, des troubles émotionnels qui perturberont grandement Millet. La topographie détaillée et lucide de la jalousie qui ébranlera sa vie amoureuse et libidinale durant cette période met d'abord en lumière les symptômes physiologiques qui s'affirmeront suite à la prise de conscience de cette altérité de l'expérience sentimentale de Jacques. Aux problèmes digestifs, le désordre mental ayant gagné ses entrailles, s'ajoute par moments un souffle court, un cœur pris d'une brève tachycardie, un état près de l'évanouissement ou encore une sensation d'étouffement que Millet rattache à la crainte d'être enterrée vivante, ressentie dans l'enfance après la lecture d'une nouvelle de Poe. Le rapport à l'espace se modifie également. C'est recroquevillé dans le bureau de Jacques que la narratrice du récit prend connaissance du contenu des lettres acheminées à son mari par certaines amies et maîtresses. Confinée dans une marge par la présence virtuelle de femmes dont elle n'avait pas soupçonné l'existence, l'autrice déclare se dérober ainsi, par un réflexe d'animal, au contact de mains inconnues. Expression d'un paroxysme de douleur psychologique, les crises, qui surviendront à raison d'1 à 2 fois par mois durant cette période, se voient aussi décrites avec précision par l'écrivaine, qui en retrace les signes précurseurs. Je commençais par secouer la tête de droite à gauche, ou par agiter les mains, puis tout le corps suivait, et les sanglots qui vident le corps. Le langage des mains est par la suite détaillé en ce qu'il traduit à la fois un déséquilibre psychique, tout autant qu'un sentiment d'impuissance. Les mains devenaient les seuls éléments mobiles qui tournaient autour du poignet et les doigts se tendaient et se repliaient sans synchronie, dans un langage de sourd-muet ralenti et bégayant. Cela avait peut-être pour but de dénouer le nœud des mots qui s'étaient embrouillés. Finalement, le plat d'une main frappait mécaniquement le matelas, du geste conventionnel du catcheur maintenu au sol et qui se soumet à son adversaire. Cette profonde perturbation psychique que reflète le corps torturé de la narratrice s'avère être la matière principale de Jour de souffrance, et Catherine Millet excelle en faire voir les différentes facettes et les aspects apparemment contradictoires. La mise au jour initiale du carnet et des photos de Jacques amènera son épouse à adopter la posture de l'archéologue, quadrillant rigoureusement les terrains où elle effectue des fouilles, ou celle du paléographe exhumant des manuscrits et s'abîmant dans leur déchiffrage jusqu'à être cerné par une forêt de signes.
Menant une enquête systématique qui, par l'ampleur visée, confine à l'utopie, j'aurais voulu accéder à l'intégralité de ses agendas pendant des années, à son emploi du temps heure par heure, disposer de l'enregistrement de tous ses rendez-vous, écrit Millet. L'autrice a largement recours au lexique du judiciaire pour témoigner de ses ambitions. Elle s'adonne à des perquisitions, à des prélèvements méticuleux, à des enquêtes douloureuses, à des investigations soigneuses. Ce faisant, une sorte de dédoublement paraît s'opérer en elle lorsqu'une confirmation des soupçons et doutes entretenus survient. L'agente de la découverte se dissocie de celle qui n'est que la spectatrice de la scène. Comme dans le cas de Louise Perron, figure évoquée par Simone de Beauvoir et qui avait été séduite puis délaissée, deux avatars de Catherine Millet en viennent alors à exister au dire de celle-ci, chacun disposant d'une conscience qui permet de juger l'autre, mais sans qu'une troisième conscience, en quelque sorte intermédiaire ou supérieure, ne tranche pour décider lequel est le meilleur ou le moins mauvais. Sur le plan libidinal, l'autrice de Jours de souffrance, très portée à la rêverie, dont le charme lui paraît proche de celui associé aux vies parallèles avec ses amants, durant sa jeunesse, met également en évidence un fait singulier, soit le plaisir de la jouissance, le plaisir et la jouissance même suscités par l'abîme de la douleur émotionnelle. Si la lecture du carnet et des missives acheminées à Jacques livrera à Millet une foison d'images qui l'amèneront à se prendre dans les mailles de scénarios qu'elle imaginera et à en éprouver la profonde cruauté, l'écrivaine révèle aussi le plaisir retiré de ses fantasmes où elle n'a plus le rôle principal, ayant cessé d'être au centre des ébats. Désormais, le rôle de l'observatrice lui échoit, le verbe « observer » devant ici être entendu dans ces deux acceptions, au dire de la narratrice de Jours de souffrance, soit comme synonyme de contempler ou comme terme signifiant être assujetti, obéir à une loi. Pour combler une part du vide et du vertige occasionnés par les éléments non élucidés dans les histoires sentimentales de Jacques, bourreau de son insupportable et jouissif supplice, qui se lasse de ses interrogatoires et dont la mémoire défaillante ou la pudeur l'arrête dans la révélation des faits, Millet use de son imagination érotique. Adepte de l'onanisme, tout comme Salvador Dali, le grand masturbateur, elle ne trouve plus de plaisir fort de la vision de Jacques lors de parties fines avec ses amis, sa volupté étant dès lors soumise à des règles plus strictes que celles imposées aux auteurs classiques, ainsi qu'elle le remarque elle-même. Au travers de l'exemple de la biographie et de certains écrits de Dali, Millet pose ainsi les liens étroits entre masturbation, voyeurisme et plaisir de la contrainte. Le sentiment d'exclusion s'avère donc être chez l'autrice une source de jouissance paradoxale, et la seule remémoration de la soirée ayant suivi la découverte des photos fait naître en elle un sentiment de perte qui lui est sournoisement agréable, tout comme illustre-t-elle lorsqu'un sparadrap est retiré et génère une sensation qui se rapproche du plaisir. L'environnement physique ou social fournira du reste par moment à la protagoniste de Jours de souffrance un certain réconfort par rapport à la douleur ressentie. À Sarajevo, où elle se rend donner une conférence, les traces de la guerre repoussent la détresse et l'obsession naissante de Millet en contrant sa tristesse et son amertume. Dans la ville qui s'extrayait du cauchemar, mon angoisse s'est trouvée momentanément refoulée, écrit-elle à ce propos. De la même façon, le poncif, soit l'idée conventionnelle, le lieu commun, soutiendra l'autrice en lui permettant de raccrocher son expérience à celle de la communauté humaine. Déclarer à un chauffeur de taxi qu'elle a été trompée par son mari, ou encore confier à Jacques, attiré par les jeunes femmes, qu'elle pense avoir recours à un lifting, se projetant dans le rôle convenu d'une femme qui croit aux solutions d'apparence, permet à la narratrice d'endosser un rôle, une posture stéréotypée et par là même plus simple, moins angoissante. Pour dire le mal-être engendré par une prise de conscience douloureuse, Catherine Millet, que la lecture a toujours accompagnée et qui a assumé les fonctions de critique d'art dès le début de sa vie professionnelle, renvoie en outre fréquemment dans son œuvre à la littérature et au conte, au mythe et à l'art. Ce patrimoine émotionnel, ainsi qu'elle le qualifie, lui permet de donner un sens aux expériences vécues et décrites, ce qu'elle confirme dans une entrevue avec Silvano Santini et Eva Kamer pour la revue Spirale, en mentionnant que ces références lui viennent naturellement. Écaillures d'images emmagasinées dans l'inconscient, elles lui fournissent également certains repères dans le flux des sensations,
comme l'explique clairement Millet dans ce passage de Jour de souffrance. Si notre personnalité nous a rendus sensibles à telle ou telle œuvre ou tel détail de cette œuvre, à son tour, cette œuvre, ce détail nous dicteront, selon une dialectique parfaite, une attitude ou un geste particulier. Et de même qu'un peintre qui a posé son chevalet dans la nature ne peint jamais complètement d'après nature, mais qu'il regarde celle-ci à travers le filtre de ses références à d'autres peintres, ce que nous appelons notre nature, nos manifestations les plus spontanées d'amour, de haine, de joie ou de désespoir portent le sceau de nos lectures et de nos préférences esthétiques. Celle qui, dans un bref opus paru en 2003, Riquet à la houppe, Millet à la loupe, renvoyait déjà le lecteur à un conte particulièrement prisé par l'enfant qu'elle avait été pour réfléchir sur les questions du corps et du désir, réfère dans Jour de souffrance à de nombreux récits de Perrault. Caractérisant les lieux et espaces qu'elle côtoie et traverse, le château de la Belle au bois dormant, les montagnes enjambées par le Chaboté, ces mentions disent surtout le désarroi suscité par le roman de Jacques au double visage et l'obsession croissante chez sa femme, qui note à ce sujet « En d'autres temps, on aurait considéré qu'un sort m'avait été jeté, comme au bûcheron du conte dont les pensées impulsives ne lui valent que des ondes de boudin qui s'accrochent à son nez. Sitôt que j'aurais formé certaines représentations mentales, seraient-elles aussi innocentes que la remémoration d'une promenade de vacances, elle se réaliserait dans un acte de Jacques qui viendrait nourrir la population de cafards grouillants dans ma cervelle. » Référant ici de façon implicite aux souhaits ridicules de Perrault, Millet évoquera là encore, sortant du champ littéraire pour dire les crises qui la feront se frapper violemment le torse, la tête et les paumes des mains sur le mur, les œuvres d'artistes contemporains ayant exploité le thème de la rencontre d'un corps avec une surface close. Jackson Pollock, déroulant ses toiles sur le sol dur plutôt que sur la souplesse d'un châssis et procédant à un dripping, le zip dans les tableaux de Barnett Newman saigné dans d'immenses surfaces hermétiques, Yves Klein et ses anthropométries, Dali dormant sur un lit si dur qu'il semblait rembourré de pain sec, mais qui avait le mérite de lui rappeler qu'il avait bien un corps. Cette quête de sens initiée par suite de la plongée dans l'abîme des supputations douloureuses passera, pour l'autrice de Jour de souffrance, par la reprise de la thérapie psychanalytique amorcée quelques décennies plus tôt, alors qu'elle s'adonnait à une sexualité de groupe marquée, comme elle l'indique, par une passivité agréablement consentie. Désormais plus ou moins dans un tête-à-tête sexuel avec Jacques, Millet découvre l'importance de certaines configurations familiales de jeunesse dans la formation de son identité et de sa nature. Le fait d'avoir aperçu adolescente sa mère en train d'embrasser son amant, scène à partir de laquelle s'élaborera un canevas onirique apparenté où interviendront son psychanalyste et une femme, lui fera constater l'importance de ces morceaux d'espace résistants, ceux qui nous habitent et qui, d'une certaine façon, nous emprisonnent depuis l'intérieur de nous-mêmes. J'étais condamnée au boyau du couloir et à la vision à la dérobée mais cadrée d'un couple, observe-t-elle. L'écriture dans ce contexte devient salvatrice et c'est quelque temps après avoir amorcé la rédaction de La vie sexuelle de Catherine M., récit autobiographique où elle se place à peu près au centre d'à peu près toutes les scènes, que Millet choisira de mettre fin aux rencontres avec son psychanalyste. Conçue comme une œuvre qui ne devait tenir compte que de sa vie sexuelle et mettre au jour le maximum de situations et de sensations érotiques éprouvées par son corps, cet ouvrage permit à l'autrice de se réapproprier son imaginaire, comme elle le confie en entrevue à Spirale. Elle redevient protagoniste des scénarios qu'elle relate, alors que son cinéma intérieur l'en avait jusqu'alors chassé. C'est donc une crise de jalousie qui aura révélé à Millet son destin d'écrivain, donnant raison à Maurice Blanchot, cité par l'autrice, qui constatait qu'on se décide à écrire sous l'effet d'un accident de la vie. Alors que, pour reprendre la formule de Patrick Kishichian, l'écriture se fait respiration lorsque Millet rédige La vie sexuelle de Catherine M., l'évocation d'une sexualité qui n'est plus celle du temps présent l'a conduit à réfléchir sur les effets de l'âge sur la rêverie. Ayant recours à l'imparfait, tant de l'éloignement et de la clôture, pour dépeindre la sexualité de la jeune femme qu'elle fut et qui lui apparaît désormais franchement comme une autre,
La narratrice de Jours de souffrance constate que l'âge mûr implique que les rêves d'avenir s'amenuisent alors que les souvenirs s'accroissent. « Je comprends la mélancolie de Rousseau, remarque-t-elle. Mon imagination, déjà moins vive, ne s'enflamme plus comme autrefois à la contemplation de l'objet qui l'anime. Je m'enivre moins du délire de la rêverie. Il y a plus de réminiscence que de création dans ce qu'elle produit désormais. Toutefois, si l'écriture de la vie sexuelle, dont l'époque représentée précède celle de Jours de souffrance, permet une sorte de revanche symbolique par rapport à la situation douloureuse rapportée dans la seconde œuvre, elle devait aussi livrer à l'autrice une autre forme de jouissance, soit celle qui procède de la lecture d'un sens inscrit, alors que le passé semble s'ouvrir. Le regard rétrospectif contribue dès lors à temporiser la nostalgie et les angoisses liées à l'âge mûr, ce dernier chapitre, et à dépasser l'itératif, à atténuer une douleur qui néanmoins ressurgit parfois encore pour éprouver l'immunité de Catherine Millet. Merci.